Salut tout le monde, on est le 25 décembre 2024. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Il fait un soleil magnifique, 15 degrés à l'ombre, à peu près une vingtaine de degrés au soleil. Bon, j'exagère peut-être une vingtaine de degrés, mais bon, c'est pas loin quand même. Vous voyez, je suis bras nu, donc j'ai juste un t-shirt et ce petit truc là sans manches, et franchement je suis bien. Donc c'est flippant quand même, hein, vous trouvez pas? Ça m'étonne pas que finalement que tout a du mal, hein. On a eu des années compliquées, 2022, 2023, très chaud, 2024, une catastrophe au niveau de la flotte et au niveau des températures. Comment va être 2025? Je sais pas trop. Donc je fais une petite vidéo, peut-être même une longue vidéo, je vais essayer d'aller vite. Pour faire genre un petit tour d'horizon. Je vais pas faire le bilan de 2024 parce que ça a tellement été pourri. Allez, on passe à autre chose. Je vais vous parler un peu du broyat. Je vais vous montrer, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo sur la rouille au niveau des poireaux. Je les ai coupés il y a 2 jours. Ils ont déjà 2 cm. Il y a déjà 2 cm qui est ressorti. C'est énorme, mais ça va à une vitesse. C'est de la folie. En parlant des vidéos, ça fait en fait plus de 3 mois que j'avais pas fait de vidéo. Donc là, j'en ai refait 2 récemment. La grosse dégringolade au niveau de YouTube, hein. Oh là là, dans le référencement, dans les algorithmes. Là, j'ai l'impression que je suis au début des publications. Alors bien que je ne fasse pas des vues énormes non plus habituellement, mais en général, j'atteins quand même les 1000 vues, ce qui est vraiment une toute petite chaîne, hein, sur le potager. Et là, vraiment, c'est la grosse dégringolade. YouTube n'aime absolument pas du tout quand vous ne publiez plus. Parce que pour eux, votre chaîne, elle est pas intéressante, parce qu'ils peuvent pas faire du placement de produits, ce genre de choses. Donc du coup, ça les intéresse pas. Donc finalement, après, l'algorithme vous fait chuter. L'algorithme avait déjà beaucoup fait chuter parce que j'avais supprimé des vidéos, parce que naïvement, ayant une démarche un peu écologique en fait dans mon quotidien, j'essaye de faire attention à certaines choses. Je m'étais dit, mais il faut que ça soit en corrélation par rapport aux vidéos. Vous savez peut-être, vous savez pas, si vous avez m'avez jamais entendu parler de ça, mais j'étais un peu j'étais dans l'interrogation par rapport aux vidéos qui se cumulaient en fait sur la chaîne, voyant que finalement YouTube c'est un marché de la nouveauté. Donc c'est ce qui est nouveau sort, vu, et puis après au bout d'une semaine, 10 jours grand maximum, ça y est, c'est passé aux oubliettes, hein. Sauf vraiment des thématiques très précises qui peuvent revenir en fait tous les ans. Là par exemple la vidéo sur le basilic, elle a 40 000 vues, ce qui est quand même énorme pour une petite chaîne comme la mienne. Donc ça, je pense que cette vidéo-là va rester référencée, puis elle va revenir tous les ans jusqu'à un jour où elle sera complètement détrônée, voilà. Mais finalement, je m'étais dit, mais pourquoi le but c'est de faire des vidéos, ouais, mais de ne pas stocker, d'avoir une masse, un volume énorme, parce que finalement tout ce stockage il sert à rien. En plus, il faut toujours des data centers de plus en plus puissants pour pouvoir stocker les informations. Et là, finalement, les data centers, c'est ultra polluant. Donc, c'est pas très écologique. Et je me suis dit, c'est pas normal de faire des vidéos sur comment cultiver son potager de façon écologique. Et en même temps, via ces vidéos, être aussi une forme de pollueur. Donc, je m'étais dit, je me cantonne à 100 vidéos max. Et puis, quand ça dépasse, 101, 102, j'en dégage une ou deux à chaque fois. Donc, j'ai fait ça. Et là, direct, algorithme m'a cassé la chaîne en deux, elle l'a pris, paf, elle l'a pété comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Chez YouTube, on ne supprime pas des vidéos. Si tu supprimes des vidéos, tu te casses la gueule dans le référencement, c'est de la folie. Donc j'avais déjà subi une très grosse chute et je m'étais rendu compte après, finalement, en faisant des vidéos, en ayant annulé des vidéos, que finalement, le référencement, c'était vraiment plus là, quoi. Et puis là, donc avec cette grosse coupure que j'ai eue, et là, les 2 nouvelles qui sont arrivées, c'est quoi? C'est 200 vues. Donc c'est vraiment absolument que dalle. Du coup, voilà, c'est embêtant parce que j'aime bien communiquer avec vous.
Là, j'étais dans une phase où j'avais pas eu le temps, j'ai pas eu le temps ces 3 derniers mois parce que j'avais mis mon activité professionnelle un petit peu trop de côté parce que faire des vidéos, c'est quand même énergivore, hein. Il faut vraiment en faire pour s'en rendre compte. Et encore moi, je fais pas des montages chiadés, des trucs de ouf. C'est pas du brut de coffrage, mais bon, il y a beaucoup, il y a pas beaucoup de travail par rapport à certains autres. Ça m'en donne beaucoup pour moi parce que bah, finalement, quand je fais ça, bah, je fais pas autre chose. C'est pour ça que je monétise aussi la chaîne parce que bah, du coup, ça me permet, eh bien, la perte que j'ai dans mon travail professionnel parce que je suis en activité libérale. Donc, si je travaille pas, je ramène pas de l'argent. Eh bien, c'est la pub que je mets via donc les vidéos, ça me permet de compenser un petit peu. Donc là, pour tout vous dire, sur une petite chaîne modeste comme la mienne, en pub, il y a eu 800 € de reversés par YouTube. Et quand je compte les 800 €, je compte pas, comment dire, les prélèvements YouTube. C'est vraiment la rémunération brute, c'est pas net. Bon, bah c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que finalement ça rapporte rien, ça rapporte rien. Je suis désolé. Franchement, ça rapporte quand même un petit peu. 800 €, c'est pas rien de nos jours, hein, quand même, hein. Et pour une petite chaîne comme la mienne, donc j'imagine ceux qui font des milliers, des milliers, des milliers de vues, quand ils disent que ça rapporte pas trop, ben je sais pas quel rythme de vie on a en fait finalement, parce que là, c'est surprenant en fait, ou alors c'est peut-être pour se dédouaner, une forme de dédouanement, je sais pas, pour se déculpabiliser en disant oui, je fais de la pub, vous savez, mais finalement ça rapporte pas grand-chose. Je pense que c'est faux. Il y a Jean-Pierre, un potager de Luna qui est transparent, hein. Il publie en fait, hein, et j'ai vu, il avait publié en fait ses revenus, hein, avec des stats affichées, hein, c'était pas pipeau, hein. Donc voilà. Et puis je me posais aussi la question, est-ce que c'est franchement utile de faire des vidéos alors qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Moi quand j'ouvre YouTube, d'ailleurs de toute façon moi sur YouTube maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les historiques. Parce que finalement les historiques c'est trop chiant. Ça te propose toujours les mêmes têtes, les mêmes têtes, les mêmes têtes. Je trouve ça chiant quand même. Donc du coup j'ai supprimé l'historique, ce qui fait que ben, maintenant quand j'appuie sur mon YouTube, j'ai en fait plus de propositions. C'est moi qui vais chercher en fait, qui vais faire mon marché. Et puis c'est chronophage ces trucs-là. On est sur nos téléphones à scroller en permanence. Je vais dire, ce mec il est fou parce qu'il fait des vidéos puis en même temps il dit que c'est pas bien d'être sur son smartphone pour regarder des vidéos. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est une forme de contradiction aussi. Mais vous voyez, je suis honnête, hein, je vous le dis, hein. Donc voilà. Donc moi le but c'était pas de faire du matraquage, c'est-à-dire de revenir tous les ans, parce que je comprends maintenant, en fait, pourquoi ceux qui font du business, ils reviennent tout le temps avec les mêmes sujets, les mêmes thématiques. C'est pénible, c'est vraiment pénible. Et donc, après, je suis pas obligé de regarder, hein. D'ailleurs, je regarde quasiment plus maintenant, hein. Mais donc, du coup, je trouve ça... après, c'est leur business, c'est comme ça qu'ils vivent, là, les gars, hein. Mais finalement, de rabâcher toujours la même chose, de revenir toujours avec ce rythme, une vidéo en fait toutes les semaines. Sinon, si tu fais pas une vidéo toutes les semaines ou 2 vidéos, bah tu te casses la gueule. Ah, j'aime pas ce truc de, j'ai l'impression de rentrer dans un système qui va te bouffer dans une sorte de matrice là. Ça me plaît pas trop. En même temps, j'aime bien faire des vidéos, montrer un peu ce que je fais au moment présent, et puis aussi ben, dialoguer avec vous parce que moi j'ai la chance, j'ai pas d'emmerdeur en fait entre guillemets sur ma chaîne. J'ai que des gens qui sont constructifs, qui contribuent avec des échanges courtois. Donc c'est vraiment ça me plaît, ça. Moi je trouve ça kiffant. Par exemple, donc j'ai fait la vidéo sur les poireaux avec la maladie. Et ben voilà, ben, par exemple, j'ai eu des commentaires très intéressants. Louis qui m'a fait un commentaire ultra quali. Et donc, du coup, bah, ça, c'est enrichissant. C'est aussi bien de lire vos commentaires parfois que de regarder une vidéo d'un youtubeur. Donc 2025, je sais pas trop je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas trop. Là, j'ai fait une grosse coupure parce qu'il fallait que je termine mon bouquin à destination des apprenants, des débutants sur la construction recette sur bois, sur un bouquin à peu près qui fait à peu près 200 pages
sur les charpentes. Et donc c'était assez énergivore pour moi, donc j'ai fait une coupure sur les vidéos, ça me demandait trop de boulot. Puis de toute façon cette année 2024 c'était tellement pourri qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Puis j'avais pas envie de devenir aussi ce gars qui répète toujours la même chose. C'est vraiment super chiant. Donc je nage peut-être à contre-courant, mais comme je dis toujours, il n'y a que les poissons morts hein, qui suivent le sens du courant. Allez, on va essayer de parler maintenant un peu de ce qu'il y a ici. Alors, au niveau du broyat, donc le broyat. Alors, le broyat, vous savez, il y en a qui vont vous dire c'est formidable, d'autres qui vont vous dire surtout pas de broyat, c'est la fin d'azote, ça va apporter des champignons, ce genre de choses. Donc fin d'azote, ben oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Apporter des champignons aussi, c'est tout à fait possible, forcément. Après, bon, je pense qu'il y a des champignons qui sont bénéfiques hein, donc pour la vie du sol et d'autres qui le sont pas parce qu'ils vont s'attaquer eh bien à nos légumes. Est-ce que ce sont les mêmes? Pas forcément, hein, je ne pense pas, je suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas. Donc le broyat, ben, moi j'ai testé maintenant, je pense que ça va faire 2 ans et demi avec l'apport de broyat de feuillus. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'y suis allé mollo. Donc avant j'avais fait aussi pas mal de BRF. Donc le broyat je l'ai apporté donc dans les allées. Et puis je voulais voir comment ça se dégradait. Et à l'automne, eh bien donc du coup ben, je transférais ce qu'il y avait dans les allées sur les planches de culture pour venir faire l'amendement. Et donc le broyat de feuillus, ben vraiment c'est très bien, vraiment je recommande parce que c'est une transformation qui est très rapide et donc il y a vraiment de la vie. Et dans cette biomasse, il y a vraiment de la vie. Contrairement au broyat de résineux, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi il y a un tas. Donc il en reste encore. Donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est des sapins qui avaient, donc finalement, qui ont été abattus, toutes les branches, tout ça ont été broyés. Et finalement, toute cette biomasse, je me suis dit, moi je vais la garder, je vais essayer d'en faire quelque chose. Au début, j'avais pensé en mettre dans les allées. Et puis après, je me suis renseigné à droite, à gauche, j'avais posé des questions aussi à un moment donné sur la chaîne. On m'avait renvoyé des liens, donc assez pertinents, où en fait finalement, où ça disait que le broyat de résineux pouvait être utilisé, contrairement à ce qu'on entend avec la croyance populaire, et que ça fonctionne aussi très très bien. Donc finalement, ben, je me suis dit, il faut se faire une idée, il faut tester pour voir. Donc déjà, donc en ayant enlevé le broyat de feuillus des allées, je suis venu après le couvrir les allées avec le broyat donc de résineux. Et j'ai constaté que la transformation était vraiment beaucoup plus lente. Qu'est-ce que j'ai constaté aussi? C'est que j'ai constaté que dans les allées, avec le broyat donc de feuillus, malgré qu'il n'y avait pas une grosse épaisseur, peut-être à peu près 5 cm, il y avait donc pas mal de vers de terre. Et comment je m'en rendais compte qu'il y avait beaucoup de vers de terre, c'est que c'était en fait le squat des merles. Donc finalement, je retrouvais le broyat tout chamboulé, avec des trous. Au moment donné, je pensais que même c'était quand j'avais chassé un sanglier une fois, donc du jardin, je me suis dit ah merde, c'est peut-être des sangliers qui sont revenus et tout. Et puis finalement, j'ai fait de l'observation. Bah non, c'était les merles qui venaient chercher en fait les vers. Et là, avec le broyat après de résineux, pas de merles. Pas de merde. Je me suis dit, oh, c'est bizarre. Donc j'ai laissé la vie se faire, et puis je suis venu sonder en fait de temps en temps. Et la dégradation, donc la transformation donc du broyat de résineux est vraiment beaucoup plus longue que le broyat donc de feuillus. Et il n'y a quasiment pas de vie dedans. En tout cas, de vie que je peux observer moi à l'œil nu. Hein. Par exemple, prenons les vers de terre, il n'y a quasiment pas de vers de terre. C'est vraiment surprenant. Donc, et il doit y avoir forcément une signification pour ça, que je ne connais pas. Alors, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de vers de terre, ça ne veut pas dire non plus, quand je dis qu'il n'y a pas de vie, c'est vraiment exagéré en fait. Comme je vous dis, il faudrait vraiment prendre une bonne poignée, passer ça au microscope et puis voir un peu ce qu'il y a un peu là-dedans. Mais peut-être que les vers de terre, effectivement, n'aiment pas donc le broyat de résineux. C'est tout à fait possible.
Donc finalement ça se dégrade plus lentement. Ce que je voulais dire aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vers de terre que ce sera un mauvais broyat pour l'amendement au potager avec de la biomasse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se transforme beaucoup plus lentement. Donc par exemple, moi ici j'avais les poireaux et les aubergines, j'avais fait une grosse couche, donc poivron, aubergine. J'avais fait une grosse couche donc et bien épaisse de presque 20 cm donc de broyat de résineux. Eh bien, cette couche, elle a mis un certain temps vraiment à diminuer. Donc, alors après, j'étais dans l'expérimentation. Donc, ce que j'ai fait cette année, c'est que pour essayer donc d'apporter de la biomasse dans les cultures, le broyat que j'avais mis sur les planches de culture, je l'ai enfoui. Je l'ai enfoui donc sur une profondeur à peu près de 10 à 15 cm pour accélérer en fait sa dégradation, pour que les bactéries puissent entrer en jeu et digérer en fait cette biomasse pour venir transformer plus rapidement eh bien mon sol. Mon sol a beaucoup souffert avec la pluie, avec la météo qu'on a eu en 2024. Il s'est vraiment beaucoup plus recompacté. Parce que même ça a été compliqué, comme des sols sols argileux, sols donc très gavés de flotte. C'était impossible de venir y passer la grelinette dedans pour essayer d'aérer parce que ça colle, on peut rien faire en fait. Hein. Donc le sol il s'est vraiment recompacté et donc il s'est même avec un couvert de broyat épais. Eh bien, avec toute l'eau, ça a quand même compacté le sol. Donc là, j'ai apporté énormément sur fin septembre, début octobre. J'ai enlevé les cultures très rapidement parce que de toute façon, je voulais pas faire perdurer des cultures qui étaient déjà à moitié en train de crever. Donc je me suis dit ça sert à rien. Je dégage. Donc j'ai dégagé, j'ai fait place nette et là j'ai apporté énormément de biomasse de ce broyat de résineux. Donc en l'enfouissant pardon, donc dans le sol. Alors ce que je remarque donc en ayant fait cela, c'est que je n'ai pas de mauvaises herbes qui poussent. Vous voyez, hein, je n'ai fait aucune intervention de prélèvement de mauvaises herbes. Donc depuis que j'ai fait ça, donc ça fait maintenant depuis septembre, hein, mi-septembre peut-être j'ai commencé. J'ai pas fait tout en même temps, hein, parce qu'il y a du mètre linéaire, mais donc je n'ai fait aucun prélèvement de mauvaises herbes, j'arrive pas à parler, et finalement il n'y a rien qui pousse. Donc deux solutions à mes yeux, soit ce broyat apporte vraiment trop d'acidité dans le sol. Et donc du coup finalement ça coupe l'herbe sous le pied, si on peut dire, aux mauvaises herbes, elles se développent pas, ou soit la quantité que j'ai apportée avec l'enfouissement a créé une véritable fin d'azote là. Donc et ce qui fait que toutes les mauvaises herbes peuvent pas pousser puisque de toute façon elles ont pas d'azote. Donc c'est possible. Je suis pas un scientifique. Donc c'est possible que ce soit ainsi. Après, comme recul, ce que je pourrais avoir aussi, c'est que les allées, bien que le broyat n'a pas été enfoui dans le sol, parce que en dessous les allées, en dessous le broyat ici, là, on voit, je sais pas si vous voyez, il y a un géotextile pour éviter que ça repousse. Mais malgré que le géotextile et le broyat de feuillus, l'an passé, ça poussait à gogo, parce qu'il y a toujours des graines, voilà, qui arrivent avec les oiseaux et tout. Donc finalement, ça poussait pas mal. Et là, il y a rien du tout. À part peut-être ponctuellement un ou deux endroits, c'est tout. Je vais vous montrer cette planche-là. On voit qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, parce que là, du coup, là, juste ici, il n'y a pas eu d'apport massif en fait de broyat. Ce qu'il y a eu, c'est juste un passage de motobineuse, donc pour enfouir le broyat que j'avais mis en paillis. Donc il n'y a pas eu cet apport massif donc à la brouette donc de cette biomasse. Donc alors à un moment donné, je me suis dit mais c'est parce que aussi à force d'enlever les mauvaises herbes, on fait cette opération, on enlève, on prélève, arrive un moment finalement ça repousse plus, ça repousse moins. Mais normalement, il y a toujours quelque chose qui revient. Et là, vraiment, rien du tout. Donc, soit acidité,
soit fin d'azote ou soit encore quelque chose. S'il y a une fin d'azote, ça ne me dérange pas, parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de culture. Et là, les cultures vont arriver sur le mois de mai. Donc il y a encore 5 mois encore à venir, 4 mois à venir. D'ici là, j'espère que toute cette biomasse se sera transformée et au contraire aura apporté après dans le sol beaucoup d'azote. Comme ça, du coup, après, j'aurai juste à faire mes plantations et je serai peinard. Un petit coup de grelinette pour décompacter et puis normalement, ben voilà, ça devrait le faire. On verra, ça sera une expérience donc à faire et puis je vous ferai un retour là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer donc la planche qui est celle-ci pour montrer que finalement il y a bien des herbes indésirables qui poussent là-dessus. Alors là, on est sur la planche en question. Donc vous allez voir que on a en fait des indésirables qui sont là, qui poussent naturellement. Hein. Donc, et là, il n'y a pas eu cet apport, donc comme je vous disais, très importante, donc de biomasse, de broyat, de résineux. Ce qui fait que je soupçonne finalement que ce soit bien une forme de fin d'azote, ou aussi donc d'acidité du sol. Ceci dit, quand les sols sont acides, ça n'empêche pas en général certaines mauvaises herbes de pousser. Hein. Donc je pense vraiment sur le phénomène de fin d'azote. Donc l'enfouissement donc de la biomasse, une biomasse comme ça, donc de carbone, eh bien dans le sol, si je dis pas de bêtises, on voit bien que ça provoque vraiment une fin d'azote. Il n'est pas question de mettre du végétal là-dedans, ça ne servira strictement à rien du tout parce que ça ne poussera pas. Et on voit bien en fait hein, toute la matière qui a été ajoutée parce que on voit que les planches de culture sont quand même pas mal surélevées. Hein. Donc là, on voit que c'est de la matière qui est apportée régulièrement, et ça surélève en fait les planches de culture. Alors là, comment j'ai fait pour enfouir ça? Sur cette partie-là, bah, j'ai simplement donc mis le broyat et j'ai travaillé. J'ai retourné le sol de façon manuelle. Alors non pas avec une bêche, mais avec une pelle. Parce que la pelle, c'est un peu plus incliné, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile du coup à relever. On va moins profond et en plus donc dans une pelle on ramasse beaucoup plus, enfin on prend beaucoup plus de matière. Donc pour moi c'est l'outil qui me convenait le mieux. Et en même temps comme c'est un petit peu en biais quand on bêche, j'allais dire on bêche, oui, bon on bêche, oui. Et bien donc finalement ça permet à la terre de pas trop coller. Donc je me rends compte aussi qu'avec le broyat qui a été apporté donc en quantité très importante, que le sol ne se retasse pas, pour l'instant en tout cas, parce qu'il y a encore tellement de biomasse que ça permet du coup d'aérer énormément le sol. Donc finalement ça crée des petites cavités, ce genre de choses. La pluie pénètre plus rapidement donc dans le sol, j'ai moins ce phénomène de battance. Et ça se compacte moins. Alors, on va voir aussi que là, les poireaux qui ont été coupés à cause de la maladie donc de la rouille, on va voir que dans les poireaux aussi c'est pareil, il n'y a pas eu cet apport donc important de biomasse, donc il y a des mauvaises herbes. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais les poireaux ont été coupés. Et on voit déjà de nouvelles pousses qui sont quand même déjà très importantes. Au moins 2 cm facile. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est moi, j'ai le contre-jour là, donc je ne vois pas. Donc là, il faut que je fasse un ménage là. Donc je vais faire un petit coup de ménage. Donc j'ai mis le tunnel, j'ai remis le tunnel. Et puis je l'ai donc ouvert sur le côté nord. Et puis parce qu'on a des vents dominants donc de sud-ouest, donc du coup finalement il faut pas que ça m'emporte tout ça. Ici donc c'était les pommes de terre. Là j'ai une terre mais tassée de chez tassée avec toute la flotte pour récupérer le peu de pommes de terre que j'ai eu. Ça a été une vraie galère. Donc là vous voyez j'ai fait un labour donc à l'ancienne. Donc toujours avec ma pelle, donc pas de motoculteur, de motobineuse. Tout ça, ça a été retourné donc manuellement.
pour de nouveau décompacter le sol, parce que c'était vraiment super compact. C'était impossible de remettre quelque chose dedans. Donc quand je vois qu'on nous dit toujours pas de labour, ouais, mais alors dans quel sol? Parce que là franchement, pas de labour dans le sol que j'ai là, que j'avais, c'est impossible de mettre quoi que ce soit. Vraiment, donc comme quoi en fin de compte il faut faire attention il faut interpréter en fait les discours, parce qu'il faut corréler tout ça par rapport à la nature de son sol, hein. Et puis là c'est pareil, donc là j'ai fait aussi j'ai fait un petit labour aussi. Donc là il y avait les choux de Bruxelles ici dans ce cercle là, dans ce rond. Et les choux de Bruxelles, donc ça a été une vraie catastrophe, hein. Ils ont chopé une maladie, j'ai réussi à canaliser. Avec quoi déjà? Avec des huiles essentielles. Huile essentielle de quoi? Je me rappelle plus, tiens. Ah oui, de la sarriette, je crois. Et finalement, mais après, c'est reparti derrière. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que peut-être, alors là, après, la saison 2024, elle était pourrie. Mais après, ce que je me suis dit, c'est que Patrick, il faut aussi être sérieux. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas non plus tout cultiver dans ta région. Il y a peut-être des choses que tu peux faire et d'autres choses que tu peux pas faire, en fait, tout simplement. Donc ça sert à rien de dépenser de l'énergie à faire pousser des choses qui se plaisent pas en fait sous ton climat. Après, c'était la première fois que j'en faisais, c'était peut-être pas la bonne variété à voir, mais bon, c'est une frustration quand même. Donc voilà. Et là il y avait donc les butternuts et les potimarrons. Donc butternut, ça a très bien fonctionné. Franchement, j'en ai ramassé plus d'une centaine. Potimarron, conservation comme d'habitude, pourri. Donc j'ai pris la décision de plus faire de potimarron. C'est fini, je fais plus de potimarron. Ça me gave de pas pouvoir les conserver. Et donc ça sera du butternut, et puis en quantité moins importante, parce que là j'en ai vraiment de trop. Et là j'ai mon voisin qui m'a filé des artichauts, voilà, que j'ai mis en terre. Et puis donc je suis venu y mettre une couche comme ça de broyat de résineux. Donc là on voit là-bas qu'il me reste quand même pas mal de broyat. Donc ça, pour l'instant, je mets plus de broyat dans le sol. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Alors je l'ai fait sur quelques plants, je l'ai fait aussi sur quelques carrés potagers. On va voir ce que ça donne pour cette année. Et puis je reviendrai vers vous pour vous dire, ne faites surtout pas ça, parce que ça ne fonctionne pas du tout. J'ai une fin d'azote qui a duré beaucoup trop longtemps, et finalement, c'est la grosse galère. Dans une dernière vidéo aussi, je disais que j'allais arrêter d'être trop curieux, c'est-à-dire de vouloir essayer un tas de choses parce que j'étais pas suffisamment discipliné pour en fait établir du protocole, pour vraiment être sûr et certain que ce que j'ai mis en place, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Donc et puis finalement, je pense que aussi avec le recul, que je me suis laissé un petit peu trop influencer par ces phénomènes de mode, ces phénomènes de nouveauté. Parce que comme je disais, même si on n'est pas donc un jardinier amateur, finalement c'est bien d'avoir des portes qui s'ouvrent comme ça aussi de temps en temps, pas forcément pour se remettre en question, mais se dire ah bah tiens, il y a un autre chemin, j'essaierai bien pour voir ce que ça donne. Le problème, c'est que finalement maintenant il y a tellement de chemins que si on est trop curieux, on va peut-être essayer beaucoup de choses, ou soit essayer peu de choses mais pas suffisamment dans le temps. Et là on voit très bien aussi que finalement, pour avoir une bonne lecture de ce que l'on met en place, c'est pas quelque chose qu'on peut déterminer sur une saison. Parce que par exemple, si on regarde, si on a mis quelque chose en place et on a une saison comme on a eu en 2024 avec un temps mais complètement pourri, il y a deux facteurs, donc la météo qui est complètement pourrie, et aussi donc le facteur de la nouvelle chose qui a été mise en place. Donc est-ce que cette nouvelle chose qui a été mise en place, si elle n'a pas fonctionné, est-ce qu'on dit finalement ça marche pas votre truc, c'est nul, ou est-ce qu'on dit ah ouais mais peut-être que ça marche, mais comme du coup on n'a pas eu une bonne fenêtre météo, donc c'est peut-être ça qui fait que ça n'a pas marché. Alors si on l'essaye sur 2 ans, prenons l'année 2023, où là on a eu une année très chaude, donc avec beaucoup de sécheresse, très compliqué aussi pour les végétaux, pas mal de brûlures sur les légumes, des végétaux qui souffrent de la chaleur.
Donc on peut se dire allez, on essaye l'année d'après. L'année d'après, on a une météo pourrie. Bon, donc en fait tout ça, l'échelle temps, elle est pas suffisante en fait pour vraiment avoir un bon recul et pour se dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il faut vraiment faire ça sur vraiment plusieurs années, puis sur un tas de cultures différentes, et puis faire des amendements raisonnés, bien mesurer le quantitatif par rapport à son sol. Enfin bon, c'est trop compliqué. Alors c'est pas inutile, mais c'est intéressant. Moi je suis content d'avoir testé. J'ai testé donc le BRF, j'ai testé le Broyat, j'ai testé différents amendements. Je trouve ça intéressant. D'autant que moi, comme je l'ai déjà dit, je suis sur une ancienne terre agricole, donc qui a été cultivée en intensif. Il a fallu régénérer en quelque sorte les sols parce que c'était pas simple. Mais après, voilà, je voudrais alerter surtout les débutants qui doivent vraiment se perdre en fait dans toute cette masse d'informations. Donc, qu'il peut y avoir entre la permaculture, la culture traditionnelle comme nos pères et nos grands-pères, la culture sur le MSV, donc le maréchal sur sol vivant. Vous voyez, par exemple, il y a des abus de langage aussi. Le maréchal sur le sol vivant, ça veut dire que ceux qui ne cultivent pas en MSV, ils cultivent sur des sols morts. Non, je pense pas. Peut-être des sols qui sont moins vivants. Peut-être il y a peut-être une biomasse moins importante, sans doute. Et puis quand on cultive aussi, je vois Benoît de la ferme de Cagnols qui est chez moi en Dordogne dans le Périgord noir. J'aime bien ce qu'il fait. C'est intéressant et ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Mais par contre, maintenant, en fait, si tout le monde se met à faire comme Benoît, donc du maraîchage sur sol vivant avec de l'apport de biomasse massif, cette biomasse, on va la trouver où en fait? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on a suffisamment de biomasse dans notre environnement pour pratiquer ce genre de culture? Est-ce réaliste ou est-ce que c'est bien effectivement d'avoir un laboratoire en cas isolé comme ça, mais si tout le monde fait pareil, si tous les maraîchers de la Dordogne se mettent à faire de la biomasse, du MSV comme fait Benoît, de la ferme de Cagnols, je sais pas, on va aller prendre la matière, hein, parce que les déchetteries, ça va être la razzia directe, puis dans les déchetteries, il y a de tout et n'importe quoi en plus, mais en fait, moi je pense maintenant, je me dis, ce qu'il faut faire en fait, c'est peut-être, si on veut utiliser de la biomasse, il faut se cantonner à ce que notre proximité, notre environnement nous propose. Il faut essayer de raisonner comme ça. Voilà. J'ai plus envie de faire des choses artificielles. Parce que finalement, moi, ce que je me dis, c'est que le MSV, par exemple, ça va fonctionner, mais pas si tout le monde fait la même chose, parce que finalement, on n'aura pas de biomasse. Les Bourguignons le disent très bien de toute façon. Au niveau de l'agriculture, on ne peut pas apporter toute cette biomasse donc de matière carbonée, c'est impossible. Ou alors il faudrait refaire des haies monstrueuses en fait dans les champs. Il faudrait refaire des bocages, il faudrait faire plein de choses. Donc arrivé à un moment, c'est pas possible. À mon sens, ça ne peut plus fonctionner. Et pour que ça ait du sens, il faut surtout pas aller chercher de la matière à 200 bornes ou éventuellement à l'étranger. Parce que c'est comme ça que ça peut se passer en fait finalement. Je fais un parallèle qui a rien à voir, mais regardez en fait les premiers poêles à peler, c'était formidable parce que c'était vraiment donc de la matière qui était vraiment recyclée, donc des déchets donc en civiculture, donc de scierie, donc c'était de la matière qui était recyclée. Et finalement, l'essor a pris sur les poêles à peler. Et finalement, avec la RT, la réglementation thermique 2012, eh bien, tout le monde, finalement, a une configuration de maison quasiment avec du poêle à peler. Il fallait mettre ça passait avec un chauffe-eau thermodynamique. Et puis roule ma poule, quoi. Et finalement, ça a explosé et la demande a explosé. Donc forcément, tout ce qui était déchets, donc qui était produit, n'a plus suffi. Et il a fallu aller en importer. Et puis après, on s'est rendu compte que même en important, c'était pas forcément clean parce qu'on venait à couper des arbres beaucoup trop jeunes, justement pour pouvoir alimenter
le marché. Donc ce qui était bien à un moment donné, on partait sur du recyclage. Bah, après finalement, eh bien bah, c'est pas forcément super parce que on est obligé pour l'industrie, pour le business, pouvoir répondre à la demande et puis sortir donc finalement de ce cercle vertueux donc du recyclage. Donc je fais ce parallèle, hein, et puis par exemple on peut voir aussi moi dans la construction bois, je vois qu'il y a une essence qui est ultra à la mode, c'est le bois le Douglas. Finalement, la Douglas, pour qu'il puisse être exploité, pour faire du bois de construction, il faut au moins que l'arbre ait atteint les 70 ans, d'après ce que j'ai en connaissance. Mais malheureusement, la demande elle est tellement importante que du coup, finalement, pour du business, on va couper ces arbres beaucoup plus tôt et donc sans qu'ils arrivent à leur maturité. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, voilà, je voudrais qu'en fait, on puisse bien comprendre, et dites-moi si je me trompe, hein, mais il faut pas y aller comme des brutes, en fait. C'est pas parce que la permaculture, il y en a qui jurent que par la permaculture, c'est même plus du jardinage, c'est un style de vie. Mais c'est excessif en fait finalement. C'est vraiment excessif. Moi, j'irai jamais vers la permaculture. C'est vraiment quelque chose qui me branche pas du tout. Même regarder les engrais verts. Les engrais verts, ça y est, c'est le matraquage. Les engrais verts, faut faire des engrais verts, faut faire des engrais verts. Moi, franchement, ça m'emmerde un peu les engrais verts. Vraiment, ça me botte pas du tout. Je pense que en fait, finalement, j'ai trop une culture à l'ancienne. J'essayais, mais maintenant je me suis rendu compte de certaines choses et je pense que je vais mettre enfin, je vais vraiment piler quoi. Je vais ralentir. Vous voyez là par exemple, j'ai plein de végétaux ici. Donc cette année, j'ai pas tout broyé. J'ai pas tout broyé parce que comme j'ai apporté pas mal de biomasse avec du résineux, avec la possibilité que ça acidifie un petit peu trop mon sol. Donc il va falloir que je fasse de l'amendement en cendre. Du coup pour contrebalancer parce que la cendre c'est plus alcalin, donc ça peut contrebalancer, puis en même temps ça va m'apporter des minéraux, des oligo-éléments, des choses comme ça. Donc là j'ai tout un tas ici là qui va servir d'abri en même temps pour peut-être des rongeurs, hein, peut-être aussi des insectes. Et puis quand il fera plus beau, eh bien ce que je vais faire c'est que je vais retourner un petit peu tout ça pour aérer, puis en même temps pour faire dégager un peu les bestioles qui vont peut-être éventuellement nidifier. Et puis je vais faire cramer pour récupérer en fait de la matière, pour venir amender le sol. Et puis derrière, là, il me reste encore pas mal de broyat, de résineux, et ça servira peut-être pour autre chose. Donc la permaculture, j'ai peut-être été un peu violent tout à l'heure, mais finalement c'est pas ma tasse de thé. Et en plus, je trouve que dans la permaculture, c'est quelque chose que je fuis la permaculture. Pourquoi? Je fuis la permaculture surtout parce que la permaculture, c'est une forme de dictature. Il y a énormément de gens qui sont en fait vraiment avec des œillères, et si jamais ils voient un gars dans leur potager faire une vidéo en train de faire un labour, en train de bêcher son sol, ils vont lui sauter dessus comme des malades en lui disant mais t'as rien compris, il faut pas faire ça, et comment ça se fait que ton sol est à nu, ton sol il doit toujours être couvert, et ceci, cela. Ouais, franchement, moi, ça me saoule, ça. Vraiment, je supporte pas ces individus-là. Ça me gonfle. Franchement, c'est tellement réducteur. Donc ça, c'est ce côté dictature de la permaculture. Rien que pour ça, je veux même pas y mettre un orteil dans la permaculture. Donc, et puis dans la permaculture, il y a aussi énormément de croyances populaires, de bisounours, Alice au pays des merveilles, quoi. Donc voilà, c'est franchement pas ma tasse de thé. Après, je sais que c'est très populaire auprès de nombreuses personnes. Tant mieux, chacun sa croyance. Mais en tout cas, moi, c'est pas la permaculture qui m'attire. Autant le MSV, je trouvais ça sympa parce que c'est un peu différent. Puis c'est pas, il n'y a pas de dictature avec ça. C'est encore autre chose.
l'apport de BRF aussi, c'est intéressant. Donc ça, j'ai connu ça avec le couple bourguignon aussi. Donc, et puis, qu'est-ce qui m'a amené aussi à réfléchir un peu autrement, c'est que, vous le savez ou vous le savez pas, c'est que j'ai agrandi mon potager aussi pour pouvoir faire des dons vers les Restos du Cœur et vers le Secours Populaire. Il se trouve qu'au début j'ai fait des dons vers le Secours Populaire, mais ils n'ont pas l'infrastructure des Restos du Cœur. Donc maintenant j'ai concentré les dons sur les Restos du Cœur. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai du terrain, il y a à peu près pas loin de 4000 mètres carrés, donc il y a de quoi faire. Je me suis dit, bon là c'est en friche et tout, allez, on va faire quelque chose. Donc c'était de la prairie, et donc j'ai sorti la motobineuse, j'ai fait des parcelles et des parcelles, voilà. J'ai agrandi pour alimenter. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que les Restos du Cœur, eh bien finalement, ils se sont vachement développés là, par chez moi, et ils ont un terrain, donc depuis 2 ans maintenant, et en fait, eh bien, ils ont 2000 mètres carrés de terrain, et ils commencent à cultiver eux-mêmes. Donc ce qui fait que ils ont pu forcément, alors, ils ont toujours des besoins, bien entendu, mais ça va être un peu plus limité. Donc moi, je vais peut-être freiner un petit peu aussi, donc ma production, je vais la freiner aussi, parce que finalement, si eux, ils ont moins de besoins, eh bien, donc je vais peut-être moins produire, et puis moi, ça va me demander aussi moins de travail. Et puis après, il y a un autre truc qui va évoluer aussi, mais je vous dirai ça tout à l'heure en fin de vidéo. Et donc, en fait, au Resto du Cœur, bon, ils font avec leurs moyens. Et ils n'ont pas, en fait, toutes les connaissances que moi je peux avoir ou que d'autres personnes peuvent avoir, que vous pouvez avoir. Et finalement, ils ont fait, ils ont cultivé à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire motobineuse, on retourne, on prépare ses parcelles, voilà, et tout. Donc, à l'ancienne. Et par exemple, pour les tomates, un jour, j'ai le responsable qui m'appelle, il me dit, Patrick, je t'appelle parce que j'ai récupéré 1000 plants donc d'un maraîcher finalement qui s'en sépare parce que lui il veut mettre c'est des invendus et donc finalement il a besoin de la place pour vendre autre chose. Donc tu peux venir nous aider. Donc bien sûr je suis venu et donc en quelques heures on a planté entre 300 et 400 pieds de tomates. Les pieds de tomates, quand ils sont arrivés, franchement, ils faisaient la gueule. En plus, ils sont restés dans le camion, dans le fourgon, un petit peu trop longtemps avec la chaleur qu'il faisait à cette époque-là. Donc, c'était vers le mois de juin, bien entamé, hein, vraiment bien entamé. Je pense qu'on devait être vers mi-juin. Donc, le sol avait été labouré, pas d'engrais, parce que finalement, alors pas d'engrais et pas d'amendement, hein, parce que pas le budget, donc, uniquement le sol, en fait. Hein, qui était un sol de prairie hein, en fait avant et donc on a planté comme ça, on a planté et on a bien arrosé et puis finalement on a fait des allées très très larges et je dis au responsable, mais tu vas faire comment pour entretenir, pour désherber, ton sol il est pas couvert, tu as toutes les mauvaises herbes qui vont pousser et tout, ça va être vraiment la galère. Il me dit, bon écoute, j'ai une petite motobineuse qui est pas bien puissante, mais ça suffira pour passer dans les allées pour désherber en fait. Je me suis dit enfin, je lui ai dit mais là tu vas avoir un risque, c'est que tu vas casser le réseau racinaire des plantes si tu fais ça finalement, parce que 80 c'est large oui, mais c'est pas non plus très très large, donc il y a les racines et pas de solution. Donc j'y suis retourné plus tard, bien plus tard. Et moi, en fait, avec tous mes trucs, mes apports et tout, ceci, cela, j'avais mes tomates qui faisaient grave la gueule. Et puis je retourne au resto, donc sur le terrain des Restos du Cœur. Donc peut-être 1 mois et demi après, hein, et peut-être même un petit peu plus, parce que j'ai pas pu y aller avant. Là, c'était trop chaud pour moi. Et donc là, qu'est-ce que je vois? Mais de la folie, quoi. Des pieds de tomates, mais avec une force énorme, des balaises, quoi, des tiges vraiment balèzes, un feuillage impeccable, pas une
tache de quoi que ce soit de maladie, pas une tache, pas une trace de mildiou, d'alternariose, rien du tout. Des tomates énormes, vraiment des tomates énormes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, je rêve. C'est pas moi qui ai planté ces trucs-là, c'est pas possible. Et donc au pied, il m'avait dit qu'est-ce que je peux mettre au pied. J'ai dit bah tu mets du basilic, c'est ta possibilité. Basilic, c'est pareil, énorme, magnifique. Et qu'est-ce qu'ils ont? Donc bah ils arrosent. Ils arrosent tout simplement quand il y a besoin. Parce qu'ils ont la chance d'avoir un petit cours d'eau. Donc du coup ils pompent et ils arrosent. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Bah, il passe la motobineuse entre les allées. Et franchement, nickel. Impeccable. Alors peut-être après, comme ça a été planté très tardivement, malheureusement, ça a peut-être mis beaucoup plus de temps après à mûrir, mais en tout cas, les pieds, vraiment nickel. Moi, j'ai pas pu faire de photos, j'ai pas pu filmer, parce qu'il y a une notion de confidentialité sur le lieu, parce que vous savez comment ça se passe maintenant. Les gens, ils s'approprient tout ce qui leur appartient pas, et donc il peut y avoir du vol, ce genre de choses, donc aucune com là-dessus. Mais franchement, j'aurais adoré pouvoir vous faire quelques photos quand même, parce que c'était vraiment superbe. Et donc en fait, finalement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde, quand même, quoi. Et puis ça m'a rappelé en fait ce que je faisais en région parisienne, où j'avais une terre franche, une belle terre noire, nickel. J'étais pas avec cette connaissance, avec ce que j'ai là maintenant acquis depuis les années, avec Internet et tous ces trucs-là. Moi, la connaissance que j'avais, c'est ma propre expérience. Quand mon père a commencé à avoir un bout de terrain en région parisienne qu'on avait récupéré par la commune, où avec mes potes, on est venu travailler là-dedans. Ça nous a fait un bien fou. D'ailleurs, on sortait de nos ensembles cité HLM et compagnie. On se retrouvait là dans la terre et tout. C'était vraiment super intéressant. Et donc, je travaillais à l'ancienne. Et puis après, quand j'étais en région parisienne toujours, mais dans un autre département. Là, j'avais une petite maison rurale avec un petit terrain qui était non attenant d'une centaine de mètres carrés. Et là, j'avais une terre vraiment magnifique de chez magnifique, donc à proximité d'une forêt. C'était vraiment super. Et ben, je cultivais comme on cultivait à l'ancienne. Et puis en plus, là, il y avait un petit papé retraité, ancien maraîcher, qui m'a balancé tout ce qu'il savait. Tout ce qu'il savait, il me l'a balancé, enfin en grande partie. Et donc, un papé dans les 80 balais, je peux vous assurer que le maréchal sur sol vivant, tout ça, il connaissait pas. Hein. Lui, c'était son labour, comme il a toujours fait, en fait, planter ses légumes en rang d'oignon, comme ça, bien droit, bien nickel, ordonné et tout, impeccable. On peut passer dans les allées, il n'y a rien qui nous gêne, il n'y a pas des mauvaises herbes qui poussent, qu'il faut laisser pousser, parce que les mauvaises herbes, c'est bien aussi, ça apporte ceci, ça apporte cela, comme on peut voir en permaculture. Donc voilà, pas ça. Et donc finalement, mais ça marchait très très bien. Ça marchait nickel. Donc moi j'ai essayé de reproduire ça ici quand je suis arrivé. Par contre je me suis cassé la gueule parce que le problème c'est que finalement le sol il était tellement pauvre, il a tellement été cultivé sans doute en intensif que du coup le truc il était complètement rincé. Donc il a fallu apporter de la biomasse. Donc tout ce que j'ai fait, tout ça, je pense que c'est pas mal. Mais à un moment donné j'ai pas envie de basculer donc dans l'excès. Et là ce que j'ai vu donc avec le terrain des Restos du Cœur, avec ses tomates, avec ses aubergines, avec ses poivrons, vraiment, quand je vois que mes poivrons, moi, ils étaient en train de crever avec une mort subite, là-bas, il y avait des trucs, des masters énormes. Et tout ça sans engrais chimiques et sans amendement, en fait, naturel. Donc, comme quoi aussi, est-ce qu'on n'en met vraiment pas trop, en fait, dans nos sols? Est-ce que finalement, on fait pas l'effet inverse? Finalement, à force d'apporter trop de choses, on finit par nuire quelque part, donc aux cultures. Réflexion du moment. Bon voilà, vous l'avez compris, pas mal en fait d'interrogations à ce sujet et je pense que je vais mettre le frein sur toute cette dynamique de changement, de tests, d'expérience. Voilà, comme ici, ici donc traditionnellement j'avais mes oignons, donc les oignons ont attrapé la rouille. Eh bien, j'ai décidé de ne plus remettre les oignons. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est pareil. Là, j'ai apporté de la biomasse, mais très très tôt. Je pense vers le mois d'août. Beaucoup de broyat. Donc, finalement, eh bien, ça se dégrade. Franchement, ça se dégrade vraiment bien. Et le sol, il se retasse pas. Le sol est correct. Eh bien, regardez comment je mets ma main là-dedans.
avec tout ce qui tombe en plus. Et franchement, au mois de décembre, on est bien. Habituellement, c'est beaucoup plus tassé. Si je fais ça ici, où il n'y a pas de broyat, et ben tout de suite, c'est beaucoup plus en fait compacté. Donc là, le broyat, ça va me faire la biomasse. Et là, ici, je vais mettre les melons. Je vais essayer de mettre les melons pour voir. Et je vais mettre une variété de melons. Cette fois-ci, je mets du F1. Je vais essayer du F1. Alors le nom, la variété, je crois, c'est Diego. Il me semble, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement, je vous dirai ça. Et puis donc là, ça va être une culture sous tunnel et avec la taille. La taille, ça je vais pratiquer la taille parce que vous voyez là, il y a à peu près à peine 3 mètres carrés, donc il n'est pas possible que ça court de partout. Donc il y aura forcément de la taille. Et puis aussi forcément une production qui sera moins importante, mais qui nous conviendra puisqu'on est deux. Ici j'ai mis l'ail, donc je voulais faire quelque chose pour l'ail, pour le protéger. Malheureusement j'ai pas eu le temps, donc j'ai juste mis un grillage pour pas que les oiseaux viennent me déterrer en fait les gousses d'ail. Et j'ai donc planté l'ail que j'ai récolté en fait, parce que où je l'achète, finalement, quand j'y suis allé, il n'y en avait pas, et comme j'étais déjà à la bourre, ils attendaient la livraison, et du coup, je me suis dit, ça peut pas attendre, il faut que je le fasse. De toute façon, après, le temps était complètement pourri. Donc, j'ai planté. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je vois là déjà que c'est moins bien que ce que j'avais l'an passé. Alors, l'an passé, par contre, c'était protégé, donc avec un tunnel. Voilà, derrière, donc, il y a encore du persil, voilà, puis là... il y avait les betteraves que j'ai enlevées. Bon, écoutez, je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va faire une vidéo qui sera beaucoup trop longue. Mais en tout cas, voilà, ma philosophie donc actuellement, c'est d'être plus modéré et de moins tester de choses et ne pas m'emballer sur toute la com que l'on peut voir dans les vidéos, parce que forcément on peut trouver ça routinier en fait finalement de faire toujours la même chose. Donc on peut être tenté à aller vers de nouvelles choses parce que comme je disais, même si on a de bons résultats, on veut toujours que ça soit meilleur en quelque sorte. On veut toujours plus. Pourquoi faire? Parce que de toute façon, si jamais on peut pas manger tout ce qu'on produit, ça sert à rien. On va pas mettre tout ça au compost. Alors après, moi, il se trouve effectivement que j'avais cette démarche Resto du Cœur. Tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas forcément le réseau, tout le monde n'y pense pas forcément. C'est pour ça que je communique aussi là-dessus, pas pour faire ma com, parce que voilà, c'est pas important, mais aussi pour se dire, tiens, à certaines personnes, tiens, ça peut donner des idées. En fait, nous, on n'a jamais pensé à faire ça, pourquoi pas? Au lieu de faire des dons, donner un chèque, pourquoi, si on a des cultures en excédent, pourquoi ne pas les apporter? En général, ils sont contents. Hein. Bien, donc en fait, 2025, je pense que je vais arrêter de couvrir les sols, que ce soit avec des bâches ou avec une forme de paillis. La seule chose où je vais mettre du paillis, c'est peut-être de la paille. Je vais mettre de la paille si je refais de la pomme de terre, parce que la pomme de terre là dans mon sol, c'est vraiment compliqué. Je suis assez découragé. En plus l'année dernière, cette année, j'ai fait une connerie. C'est que j'ai mis les pommes de terre beaucoup trop tôt, donc ça a pris un coup de gel. Toujours, c'est pareil, toujours à essayer de faire les trucs plus tôt. Et pourquoi faire? La nature, elle est là. Il faut respecter le cycle de vie, quoi. En fait, ça sert à rien de mettre des pommes de terre tardives. Alors que ça peut choper un coup de gel et tout ravager. Puis vous savez ce qu'on dit, ça repart, mais finalement c'est pas reparti, il vaut vraiment beaucoup. Hein. Un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'on dit aussi qu'on peut aussi laisser les pommes de terre dans le sol, on n'est pas obligé de les récupérer. Le truc, il faut se rendre compte aussi, c'est qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de culture, alors c'est là peut-être que c'est intéressant, donc la permaculture, d'avoir un sol qui est toujours couvert, avec toujours des cultures dessus, c'est que finalement, toutes les bestioles qui se retrouvent dans le sol n'ont plus rien à bouffer. Donc là, les bestioles se sont attaquées donc en fait aux tubercules. Donc j'avais des tubercules qui étaient bouffés de partout. Donc on n'a pas pu les manger. Donc c'est pas grave, je les ai mis sur un tas là comme ça. Après j'ai passé un coup de tondeuse là-dessus.
ça va broyer ça, et puis ça va faire sa vie là. Et puis ouais, je pense éventuellement, si je fais de la pomme de terre, apporter uniquement un paillis assez épais, donc eh bien donc pour les pommes de terre. Pourquoi? Parce que de fait ça me ramène une couche de paille à peu près de 20 cm. Je suis moins obligé de planter la pomme de terre en profondeur. Donc parce qu'il y a déjà un volume qui vient au-dessus de sa tête, et donc pour moi après, pour pouvoir les récupérer, c'est beaucoup plus facile. Et puis avant, traditionnellement, je faisais les pommes de terre sur une planche complète comme ça, c'est beaucoup trop compliqué. On piétine, on marche le sol quand on récupère les pommes de terre, c'est pas bon. Donc je vais les faire à l'ancienne, un rang d'un côté, éventuellement, surtout en bordure donc d'allée, comme ça je pourrais les prendre beaucoup plus facilement. Voilà, donc je vais revenir sur de la culture un petit peu plus traditionnelle, sans vraiment couvert de sol. Je réfléchis encore un peu au niveau donc des courgettes, mais l'idée c'est que si je vois que mon sol il se compacte de trop, que je puisse venir avec ma petite fourche rotative et de nouveau venir décompacter le sol. Ça, j'ai fait ça dans d'autres carrés potagers, là, dans les carrés potagers de l'autre côté, où il me restait quelques cultures. Je me suis dit, je teste. Et ben, franchement, j'ai un sol. À partir du moment où le sol il est aéré, il est griffé, et ben, il se recompacte pas. Contrairement, même avec un paillage, en fait, ou même avec donc de l'apport de broyat conséquent au niveau des aubergines et des poivrons, je vous dis, j'avais 20 cm, et ben mon sol était complètement compacté, je ne pouvais plus y rentrer le doigt avec toute la flotte qui est tombée. Donc voilà. Donc, et puis comme je vous disais aussi, maintenant je réfléchis, si je dois faire des apports, je fais avec ce que me donne mon environnement. C'est pour ça que je vais ça fait longtemps que je voulais faire ça, mais sur cette partie prairie, vous voyez tout à l'heure je vous ai montré un cercle là où il y avait donc les choux de Bruxelles. Et ben je vais faire des cercles comme ça au printemps, quand je vais pouvoir passer le motoculteur. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais semer de la jachère fleurie. La jachère fleurie, comme ça, ben, du coup ça me fera des endroits, des petits îlots, pour les insectes pollinisateurs, parce que je tiens donc à conserver cet aspect-là, essayer d'apporter comme ça des fleurs pour les abeilles ou tous les pollinisateurs qui sortent et qui ont besoin donc de nourriture. Et puis du coup finalement ça sera des petits îlots comme ça avec des points de jachère fleurie, et en plus ça se ressème assez facilement, ça se ressème tout seul la jachère fleurie. J'en ai une là, ça fait 2 saisons, ça se ressème vraiment, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de racheter toujours des graines, ça coûte cher au départ, mais après ça se ressème. Après peut-être avec plus ou moins les mêmes variétés, mais ça se ressème. Et puis il y a des graines qui résistent plus que d'autres après. Après ce que j'ai envie de faire aussi, j'ai un sac donc de graines. Si avant je nourrissais les oiseaux, puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée. Parce que les oiseaux du coup avant ils se nourrissaient beaucoup des graines d'Egora qu'il y avait dans l'allée, et quand je les nourris, finalement ils deviennent feignants, ils ont plus envie de chercher, ils viennent à la mangeoire, et puis finalement je me suis jamais retrouvé avec autant de graines d'Egora dans l'allée, donc c'était un peu emmerdant. Donc du coup je nourris plus les oiseaux, et puis là maintenant ils sont en train de chercher dans les cailloux, dans les petits roulets, ils cherchent les graines, comme ça ils conservent leur instinct en fait finalement. Si jamais je vois qu'il fait vraiment trop froid et tout, qu'il n'y a plus de nourriture, ce genre de choses, bien sûr, je pourrais intervenir si c'est nécessaire. Donc il me reste un sachet de graines. Donc j'ai envie aussi de tester. Je me dis finalement, tiens, ces graines elles vont sans doute germer de toute façon, hein. Donc des graines, j'ai envie de les mettre comme ça en fait dans un petit endroit, dans un petit îlot, pour voir ce que ça donne. Et puis je me dis du coup, si ça fait des graines, c'est mieux que les oiseaux viennent manger les graines dans un milieu comme ça naturel, que d'aller manger des graines dans une mangeoire. Parce que ils perdent leur instinct en fait, et ils deviennent trop dépendants de l'homme. Donc du coup voilà, donc mon idée actuellement je vais essayer peut-être de revenir à ce que je faisais. Vous savez, on disait un binage, ça vaut 2 arrosages. C'est pas que pour en fait finalement que l'eau pénètre plus facilement, oui ça c'est vrai, mais c'est aussi parce que finalement ça va permettre
au sol, de pas être hydromorphe et donc de pouvoir respirer. Je pense que moi, par rapport au sol que j'ai, je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais essayer de faire ça. On va voir si ça me demande beaucoup de travail en termes de désherbage ou pas. Et puis il y a un nouveau truc aussi, c'est que vous voyez derrière moi, il y a un fourgon avec Muriel. Muriel est à la retraite dans même pas un an. On avait l'idée donc éventuellement d'acheter un mobile-home, puis finalement ça nous a pris comme ça, on a décidé d'acheter un fourgon, tout simplement pour préparer déjà la retraite de Muriel. Moi, j'arrête ma retraite, elle sera un peu plus tard, parce que finalement j'ai une reconversion professionnelle, tout ça, je me suis recherché, j'ai construit moi-même ma maison de A jusqu'à Z, des fondations jusqu'aux finitions intérieures et tout. Ça m'a pris du temps, voilà, j'étais pas ma première construction, enfin bon, je vous épargne les détails, donc il faut que je bosse un petit peu plus pour gagner quelques trimestres. Mais bon, Muriel va être en vacances, moi je suis en activité libérale, donc j'ai beaucoup plus de facilité pour m'organiser dans mon travail. Donc on a acheté un fourgon aménagé et on a décidé d'en profiter. Alors donc qui dit fourgon aménagé profiter, ça veut dire qu'on sera moins présent aussi sur le site. Donc si on est moins présent sur le site, on pourra aussi moins s'occuper en fait du potager. D'où aussi l'idée de réduire un petit peu la voilure pour qu'on puisse respirer un petit peu plus. Et comme je vous disais, j'avais fait ça aussi pour les Restos du Cœur. Maintenant, ils vont devenir quasiment autonomes avec leurs 2000 mètres carrés de terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même une belle surface cultivable. Et avec ça, on peut faire quand même pas mal de choses si on se débrouille vraiment bien. Et puis voilà, ce côté donc aérer le sol, de sorte à éviter peut-être l'arrivée de champignons, ce genre de choses, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est que ce qu'ont fait les Restos du Cœur, ça a vraiment bien fonctionné et ça m'a vraiment rappelé ce que je faisais avant dans un environnement différent, certes, avec une terre différente, mais où j'avais vraiment de très très bons résultats. Donc voilà, donc et puis comme je vous disais aussi, essayer d'utiliser donc la biomasse que je peux récupérer. Donc c'est pour ça avec mes petits îlots, donc après je me suis garé avec mes petits îlots donc de jachère fleurie, je vais pouvoir venir passer la tondeuse dans la prairie et tout ce que je vais tondre, je vais l'apporter en azote, donc directement sur les planches de culture. Voilà, allez, cette vidéo se termine. Bon, c'est sans doute une vidéo très longue, je pense que pas beaucoup de monde va la regarder. D'autant que la chaîne s'est complètement cassée la gueule. Si vous avez été jusqu'au bout, félicitations. Allez, et puis merci aussi. Allez, ciao ciao, à une prochaine vidéo. Bye.